messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La 12e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce a débuté aujourd'hui à Genève, en Suisse. Le ministre Souleymane Diarra conduit la délégation ivoirienne. Ces travaux réactivent les négociations devant faciliter les échanges internationaux. Le ministre ivoirien du commerce a eu un entretien avec la directrice générale de l'OMC. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, accueille demain lundi 12 juin une rencontre internationale Africa CEO Forum, le plus grand rendez-vous du secteur privé africain. Plus de 1500 participants sont attendus. Il faut améliorer les performances des entreprises africaines. Les enjeux sont importants. Explication tout à l'heure dans ce 20h. Et justement, plusieurs personnalités sont annoncées à cette 22e édition d'Africa CEO Forum. On enregistre ce dimanche l'arrivée des officiels. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo, président de l'exercice de la CEDEAO, Rose Christiane Osuka, premier ministre du Gabon. Les électeurs français étaient aux urnes aujourd'hui pour élire leurs députés. Les 577 sièges de l'Assemblée nationale sont remis en jeu pour un nouveau mandat de 5 ans. À 17h, le taux de participation était de 39,42%, en baisse de 1,3 points par rapport à 2017 à la même heure. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La Côte d'Ivoire, notre pays, participe à la 12e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce à Genève, en Suisse. Le ministre Souleymane Diarra conduit la délégation ivoirienne. Les travaux ont démarré aujourd'hui dimanche et ceux-ci réactivent les négociations devant faciliter les échanges internationaux. Le ministre ivoirien du commerce a évoqué avec la directrice générale de l'OMC plusieurs préoccupations, notamment celles liées à l'agriculture. Lansene Bakayoko. À cette 12e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, plusieurs sujets brûlants, en priorité le dossier de la pêche, avec la surexploitation des stocks de poissons et la question des subventions qui menacent la durabilité de la pêche. Souleymane Diarra, qui conduit la délégation ivoirienne à Genève, a expliqué à la directrice générale de l'OMC, Ngozi Konjo-Iweala, l'engagement de la Côte d'Ivoire à faire avancer les négociations, principalement en ce qui concerne les sujets comme l'agriculture, les mesures sanitaires liées à la pandémie et la question des produits phytosanitaires. Il y a des discussions au niveau de l'OMC, notamment tout ce qui concerne l'application de normes sur les produits phytosanitaires. Il y a également des préoccupations portant en fait sur le coton. Donc il était important également de partager avec Madame la directrice générale nos préoccupations et lui indiquer que nous comptons en tout cas sur son plaidoyer. Les pays du groupe de l'initiative sectorielle sur le coton ont eu une séance de coordination des positions. Cette rencontre a permis d'adopter une déclaration ministérielle commune sur le coton. Nous avons beaucoup insisté lors de notre rencontre sur la mise en place en fait de chaînes de valeur pour que nos cotonculteurs en fait puissent avoir des revenus décents. Tous ces pays en fait producteurs de coton exportent la matière brute en fait dans les autres pays et moins de 5 à 5% à 6% de valeur reste en fait dans nos pays par rapport à la rémunération aussi bien des producteurs que de l'État. D'autres sujets sont également examinés. Il y a les droits de propriété intellectuelle sur les vaccins, les médicaments, les équipements liés à la pandémie ainsi que l'accès des pays pauvres aux produits. Sur la table aussi, les négociations sur la réforme de l'OMC, notamment les droits de douane en lien avec le commerce électronique ou encore les subventions agricoles. Loin de Genève, Abidjan accueille aussi une rencontre internationale Africa CEO Forum, le plus grand rendez-vous du secteur privé africain. Demain lundi 13 juin, plus de 1500 participants sont attendus au cœur des réflexions souveraineté, croissance verte et transformation industrielle, les nouvelles routes de la prospérité africaine. Les enjeux sont décryptés dans ce reportage signé Lansene Bakayoko. Comment donner de la vigueur aux économies africaines pour se hisser au plus haut dans la compétition mondiale? Comment faire de la croissance verte et de la transformation industrielle les leviers de cette ambition? À Abidjan, secteur privé et organismes publics sont appelés à réfléchir ensemble pour construire une Afrique plus forte.
C'est important pour nous que le secteur privé s'engage dans les projets importants de développement, notamment les projets d'infrastructure, de construction de barrages, de ponts, de centrales électriques, etc. Et nous, notre conviction, c'est que pour que le financement africain soit plus important, il faut que le secteur privé lui-même finance et investisse massivement dans les projets locaux. Avec la désorganisation des chaînes logistiques et l'envolée des prix de l'énergie, tout comme des denrées alimentaires, le rendez-vous de la capitale économique ivoirienne prend un tournant décisif. Le gaz africain, et ça va être un thème important de discussion. On a notamment plusieurs chefs d'État qui viennent de la Mauritanie, du Sénégal, du Nigeria, qui sont des gros producteurs de gaz en Afrique et qui vont parler de ce sujet-là notamment. La problématique souveraineté, croissance verte et transformation industrielle incline aujourd'hui à trouver des réponses à ces questions de l'heure. Un accent particulier sera mis sur l'agriculture qui dispose de potentialités considérables. Un panel d'échange sera d'ailleurs dédié à ce secteur. Objectif, créer des synergies entre les différents acteurs de la chaîne des valeurs afin de répondre aux attentes des porteurs de projets. On va parler des startups africaines, par exemple, puisqu'on a 25 CEO des plus grandes startups africaines, nigérianes, égyptiennes, sud-africaines, ivoiriennes, marocaines qui sont là. Donc on va parler de ça, on va parler des femmes leaders, on va parler de plein de sujets. Selon les projections de la Banque mondiale, l'agriculture et l'agroalimentaire pourraient représenter plus de 1 000 milliards de dollars d'ici 2030. Voilà, et notez que le chef de l'État ghanéen Nana Akufo-Addo et la première ministre du Gabon, Rose Christiane Osuka, prendront part demain lundi à l'ouverture des travaux de ce Africa CEO Forum, le plus important rendez-vous annuel du secteur des hommes d'affaires africains. Ils sont arrivés aujourd'hui même à Abidjan et à cette rencontre sont prévus des panels et des débats structurants pour les économies africaines, notamment dans les domaines de l'intégration régionale, les infrastructures ou encore l'impact des révolutions technologiques. Vous êtes à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Eh bien, vous pourriez faire un tour dans les centres équestres qui avaient fermé du fait d'une maladie qui avait atteint les chevaux. Eh bien, il s'agit de la télériose, une maladie grave transmise par les tiques et qui affecte uniquement les équidés mammifères tels que le cheval, les ânes et les zèbres. Il n'y a plus de risque, selon le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré. Vous pouvez donc vous y rendre. Témoignage, c'est Forazeki. En avril dernier, la filière équine ivoirienne enregistrait une importante mortalité de chevaux, 43 malades et 29 décès du fait de la télériose, une maladie grave transmise par les insectes et qui affecte uniquement les chevaux et les ânes entre autres. Le ministère des Ressources animales et halieutiques, pour venir à bout de cette maladie, a diligenté une enquête épidémiologique pour identifier le danger sanitaire. Nous avions effectué 6 investigations et nous avons pu identifier déjà un germe qui est transmis par des tiques, ce qui explique la désinsectisation. On appelle dans notre jargon le détiquage au niveau environnemental. Parce que les tiques pondent des œufs et peuvent rester encore quelques jours, plusieurs semaines. Donc, il faut traiter l'environnement. Cette situation a occasionné des pertes chez les opérateurs du secteur. Mais aujourd'hui, ce n'est plus qu'un vieux souvenir. Nous avons perdu à peu près 5 chevaux. La maladie a été quand même maîtrisée. La direction du service vétérinaire a été très efficace. On remercie beaucoup le ministre qu'on a dû fermer nos portes, donc il n'y a pas eu d'activité. S'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de ressources pour donner à manger aux animaux, donc automatiquement, ça a été difficile. D'autres clubs ont perdu beaucoup plus de têtes et là, l'impact financier a été terrible. Des solutions ont heureusement été trouvées et le secteur peut reprendre ses activités. Sidi Tiemoko Touré, le ministre des Ressources animales et halieutiques, a lancé une opération de désinsectisation dans les centres équestres concernés. Après toutes ces différentes analyses, il s'est avéré qu'il y a vraiment eu plus de peur que de mal. Nous venons constater la fin de cette épidémie, vue d'un point de vue animal, et dire que les animaux sont maintenant, les chevaux sont fréquentables, les centres vont rouvrir, et c'est d'ailleurs ce qui justifie le traitement, la désinsectisation de ce centre, et comme tous les autres centres qui ont été affectés. Pour rappel, la filière équine en Côte d'Ivoire génère plus de 3000 emplois, dont 600 directs et 2400 indirects. Au niveau économique, cette filière engrange 3 milliards de chiffre d'affaires, toutes activités confondues, notamment les courses hippiques, les centres équestres, l'artisanat et l'élevage, entre autres.
Et les actions en faveur de l'emploi des jeunes se multiplient dans notre pays. Pour contribuer à leur insertion professionnelle, 53 milliards de francs CFA seront investis sur les 2 prochaines années en Côte d'Ivoire. Le ministre Mamadou Touré, qui vient de séjourner en France, a eu des séances de travail avec des responsables de plusieurs structures. Walter Madou Ouattara. Travailler à la réduction du taux de chômage chez les jeunes Ivoiriens, c'est l'un des défis du gouvernement de Côte d'Ivoire. Les initiatives en ce sens sont légion. C'est le cas ici avec Mamadou Touré. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique est en France dans le cadre d'une mission pour le financement des projets jeunes. Mamadou Touré a eu une séance de travail avec Christian Yoka, directeur Afrique de l'Agence française de développement, ainsi que les équipes de projet. Nous nous sommes félicités de l'approche qui est celle du gouvernement qui vise à la fois à favoriser l'accès de manière équitable donc sur toute l'étendue du territoire et tout en conservant la qualité. Après un point des 2 précédentes phases du CDD, contrat de désendettement et de développement destiné à soutenir et à amplifier les dispositifs existants d'accompagnement des jeunes vers l'emploi. Une bonne nouvelle, la phase 3 du CDD emploi sera financée à hauteur de 53 milliards de francs CFA, dont 13 milliards consacrés au service civique. Au nom du gouvernement ivoirien, réitérer nos remerciements à la France à travers l'Agence française de développement pour cet instrument important qu'est le CDD, qui a permis, en tout cas pour le secteur dont j'ai la charge, de donner des perspectives réelles à des milliers de jeunes Ivoiriens. Et puis surtout l'espoir suscité par le 3e CDD qui va doubler quasiment les fonds décaissés dans le cadre du CDD2 et ce qui permettra de toucher encore plusieurs milliers de jeunes Ivoiriens. Les 2 précédentes phases du contrat de désendettement et de développement emploi des jeunes ont permis de prendre en charge 48 598 jeunes sur l'ensemble du territoire national pour un montant de 32 milliards de francs CFA avec un taux de réalisation de 104%. Cette mission a été mise à profit par le ministre et sa délégation afin de s'imprégner du modèle français dans les domaines de l'insertion, du volontariat et du service civique. À cet effet, ils ont échangé avec des dirigeants de plusieurs structures intervenant dans le secteur, à savoir le Pôle emploi, le service civique français et France Volontaire. Au chapitre défense de ce 20h, l'Académie des forces armées de Zambakro à Yamoussoukro a effectué son exercice annuel militaire. L'objectif est la cohésion dans l'action des différents niveaux de commandement. Pendant 3 jours, 1100 hommes ont fait montre de leur savoir-faire dans un scénario, vous allez le voir, qui consiste à contenir une menace terroriste. Abou Sanogo. Katiba, localité située dans la périphérie de Yamoussoukro. Un groupe de terroristes s'y est installé, commettant exactions et crimes sur les populations. L'armée ivoirienne décide de rétablir l'ordre, contenir la menace terroriste dans un premier temps et l'anéantir ensuite en droite ligne avec l'une des hypothèses d'engagement des forces armées de Côte d'Ivoire, notamment la lutte contre les groupes armés terroristes. Telle est la mission à lui assignée. Pour ce faire, 2 bataillons organiques ont été constitués pour cette mission de contrôle de zone. Durant 3 jours, l'éventail des savoir-faire et des tâches indispensables sera exploré. Des troupes de manœuvre ont eu à réagir à des attaques inopinées, traiter des menaces d'engins explosifs improvisés et perfectionner les techniques de recherche et de renseignement. L'environnement de la zone occupée n'a pas été en reste avec l'exécution de patrouilles en zone ennemie. Progression en enfilade. Progression sous bois. Progression sur route. Et la gestion d'une foule hostile suite à une bavure amie. Le dénouement de la mission a donné lieu à une coordination interarmes et interarmée, notamment l'appui de l'aviation dans la recherche du renseignement et l'appui au sol, ainsi que l'apport déterminant de la cavalerie en protection des unités engagées dans la profondeur. Au final, le redoutable chef terroriste qui avait établi sa base dans la périphérie de Yamoussoukro sera très vite retrouvé, neutralisé. Et ceux de ces hommes sortis indemnes de l'assaut
feront l'objet d'une traque. Pour l'occasion, les forces françaises en Côte d'Ivoire ont été invitées à participer à l'opération à travers des appuis opérationnels. Il s'agit ici de l'exercice synthèse annuel de l'Académie des forces armées de Zambakro. Cette manœuvre a mis en contribution l'ensemble des stagiaires que compte l'Académie, depuis le cours d'état-major jusqu'à celui de la formation initiale d'officiers. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, a pu s'apercevoir du niveau de formation des participants. Je veux donc vous féliciter pour toutes ces initiatives que vous prenez, qui tendent à cet objectif, à avoir, dès la sortie d'école, des gens immédiatement opérationnels, des gens qu'on peut automatiquement déployer en opération. Avec cette manœuvre, c'est un autre palier que viennent de franchir les forces armées de Côte d'Ivoire sur le pilier 5 de la vision FACI 2025. Améliorer les capacités opérationnelles et techniques. Voilà, c'était l'exercice annuel militaire de l'Académie des forces armées de Zambakro à Yamoussoukro, reportage réalisé pour vous par Abou Sanogo. Tout à l'heure à 13h, le magazine du dimanche a porté sur la quinzaine de l'environnement. C'est une opportunité pour mobiliser tout le corps social autour de la protection de l'environnement et de l'amélioration de la qualité du cadre de vie. Hamza Diaby a échangé avec professeur Oshou Abbé Delphin, coordonnateur du projet WACA, projet d'investissement pour la résilience des zones côtières ouest-africaines. Voyons juste un extrait. De plus en plus, il y a une très bonne prise de conscience de la problématique de l'environnement. De plus en plus, partout, les décideurs en parlent, le secteur privé est conscient de la problématique de l'environnement, des facteurs qui militent en faveur de la destruction de l'environnement. Les ONG prennent leur part, les collectivités territoriales aussi. Et je pense qu'avec toutes les activités qui sont menées, avec les différentes conférences des parties sur les changements climatiques, sur la biodiversité, je pense que désormais, en Côte d'Ivoire, tout le monde sait qu'il y a un problème au niveau de l'environnement et qu'il faut résolument prendre des actions. Mais par rapport à cela, il faut dire que le gouvernement lui-même mène de nombreuses actions. Nous avons un cadre législatif, un cadre institutionnel, un cadre réglementaire qui permet de mener des actions. Il y a des agences qui travaillent sur les problématiques de l'environnement. Je voudrais citer le CIAPOL, l'AN2, l'OIPR, l'ANAGED, etc., qui prennent des actions. Il y a aussi des projets d'envergure qui viennent de plus en plus pour cibler des problèmes et résoudre et apporter des solutions novatrices pour pouvoir lutter contre cette dégradation. Le ministre-gouverneur du district autonome du Woroba, Moussa Dosso, sensibilise aussi à un cadre de vie sain. Il vient justement de prendre part à une rencontre régionale sur le Fonds pour l'environnement mondial. La réunion vise à inciter les populations à mieux gérer les ressources naturelles, mais aussi bénéficier des fonds pour la réalisation de leurs projets liés à la biodiversité. Jamagagi. Améliorer les conditions des communautés villageoises vivant aux abords des forêts, sensibiliser au reboisement et financer les projets liés à la biodiversité sont entre autres les objectifs du Fonds pour l'environnement mondial, FEM, à travers les ateliers de Mankono et de Séguéla. Pour la secrétaire permanente de la Commission nationale, protéger l'environnement en mettant en place des mécanismes de développement reste une priorité. Informer et de sensibiliser les populations du Woroba sur les opportunités de financement qui existent, tant au niveau des grands projets qu'au niveau des micro-projets. Le ministre-gouverneur du district du Woroba, Moussa Dosso, quant à lui, a assuré son soutien au FEM, qui depuis longtemps, selon lui, aide les populations à créer des activités génératrices de revenus grâce aux fonds octroyés. Nos populations ont besoin d'être mieux informées pour pouvoir capter ces quelques ressources qui peuvent faire beaucoup de bonheur à nos populations et ce fonds gagnerait à être mieux médiatisé. Durant 2 jours, à Séguéla et à Mankono, divers projets ont été révisés pour une meilleure gestion des fonds. Le FEM projette parcourir la Côte d'Ivoire afin de permettre à d'autres localités de pouvoir bénéficier des fonds pour une meilleure gestion de l'environnement.
C'était une journée de grand bonheur pour les femmes de Yopougon. Le premier adjoint au maire de la commune a donné du sourire à quelques milliers de femmes d'Andokwa, cités, policières et châteaux. Chacune d'elles a reçu un complet de pagne dans le cadre de la célébration de la fête des mères. Frédéric Oulaye, Aboussanougou. Une semaine après la célébration officielle de la fête des mères, Issoufou Koulibaly à nouveau sur le terrain pour communier avec les populations et surtout avec les femmes du sous-quartier de Yopougon. À Andokwa, cité policière, le premier adjoint au maire de la commune de Yopougon est allé à la rencontre de ses mères, les mains chargées de pagne. Autre lieu, Andokwa Château, la mobilisation était au rendez-vous. Les femmes ont tenu à exprimer leur reconnaissance au maire Gilbert Kafana Koné à travers son premier adjoint. On nous a dit que c'était aujourd'hui samedi, que la femme doit être honorée, que c'est la fête des mères. La maman doit être honorée. C'est la maman qui fait tout, qui est à l'honneur aujourd'hui. La maman qui est la charge de la famille, la charge des enfants. Issoufou Koulibaly a reconnu le rôle et l'importance de la mère partout où il est passé. Il a ensuite appelé les populations à plus de cohésion et de fraternité. Nous parcourons les différents quartiers de la commune de Yopougon. Partout il y a des regroupements de mamans, partout il y a des regroupements de femmes pour leur transmettre le message de reconnaissance, le message du ministre d'État. Leur dit qu'elles ont mérité de la nation, elles méritent de la commune, compte tenu de tout ce qu'elles font d'abord dans leurs familles respectives, en tant que mères, tout ce qu'elles ont dû en tant que femmes au foyer, et tout ce qu'elles font aussi également pour la cohésion de la commune de Yopougon. Issoufou Koulibaly a affiché la volonté du premier magistrat de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana Koné, de traduire en acte les projets du président de la République Alassane Ouattara en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des couches défavorisées de la commune. Il est prévu pour les jours à venir la mise en place de fonds additionnels pour les femmes et les jeunes. L'ambiance était aussi bon enfant dans le village de Kegele, dans le département de Gagnoa, qui a abrité une cérémonie d'hommage au directeur d'école du dit village, Akape Gyoka Athanase, pour service rendu à la communauté. Durant ses 17 ans de fonction à ce poste, il a contribué à l'épanouissement des élèves et à l'amélioration de l'image de l'école, nous rapporte Dogad Dogui, AIP Gagnoa, et son reportage est commenté pour vous par Mahama Traoré. Rare de voir un enseignant être célébré pour service rendu à une communauté. Pourtant, le village de Tchedjele, à 7 km de Gagnoa, a tenu à le faire en cette fin d'année scolaire pour le désormais ex-directeur de l'EPP Tchedjele 1, Athanase Akape. En 17 ans de labeur, l'homme aura contribué à améliorer le niveau des élèves de cet établissement. Outre l'encadrement des apprenants, Athanase Akape a su s'intégrer à la communauté rurale. Nous sommes dévoués au travail. Notre école continue de figurer parmi les meilleurs du pays au titre des résultats de l'entrée en 6e. Dans le cadre du Festival national des arts et culture en milieu scolaire, dans la discipline chorale, notre école a été hissée au sommet. Pour tout le travail abattu, Tchedjele rend hommage à Athanase Akape. Reconnaissance traduite par le sous-préfet de Gagnoa, Moussa Soumaoro, le chef du village de Tchedjele, Lambert Bizier, et les cadres. Avec un pincement au cœur, nous assistons au départ du directeur de l'école qui, ces 5 dernières années, nous a donné les meilleurs résultats possibles avec 100% de réussite à l'entrée à la 6e et au CEP. En tant que cadre du village, je ne pouvais pas ne pas assister à cette fête de séparation, mais en même temps à cette fête où nous couronnons nos meilleurs élèves. Merci au chef du village, merci à sa notabilité pour la collaboration, vraiment pour l'amour qu'il m'a apporté. Merci au village, à tous les cadres du village, qu'ils soient à Abidjan et partout, qui ont été à notre écoute pendant l'exercice de notre fonction et qui nous ont accompagnés dans notre vision du travail bien fait. Pour la suite de sa carrière, Athanase Akape va suivre une formation à l'école normale supérieure ENS après admission sur un concours professionnel. On prend aussi le travail bien fait au Collège moderne des jeunes filles de Boaké qui a 50 ans maintenant. Et ce cinquantenaire a été célébré en présence des ministres Mariatou Koné de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation ainsi que d'Anne Désiré Oloto de la fonction publique, marraine de cette cérémonie. Les deux membres du gouvernement ont invité les jeunes filles au travail bien fait, seules issues pour réussir. Charles Tatou.
Ouvert ses portes en 1972 au quartier Air France rue 4 et délocalisé en 1992 sur l'actuel site au quartier Belleville, le collège moderne des jeunes filles de Boaké, dit Petit Bayou, totalise aujourd'hui 50 ans d'existence. Cependant, ces problèmes demeurent les mêmes. Pourtant, plusieurs hauts cadres du pays y ont fait leur premier cycle. La célébration du cinquantenaire est un prétexte donc pour faire connaître les difficultés. Les effectifs augmentent chaque année et les locaux sont les mêmes. Nous sommes à l'étroit et nous n'avons pas d'infrastructure. C'est-à-dire les toilettes sont insuffisantes, les bureaux sont insuffisants. Sollicité pour le parrainage de ce cinquantenaire, Anne Ouloto, ministre de la fonction publique, ancienne élève du Petit Bayou, y a effectué le déplacement accompagnée de sa collègue de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Marietou Koné. Deux des modèles de la gente féminine, membres du gouvernement qui inspireront les jeunes filles du Petit Bayou, ivres de joie pour les avoir vues de près. Joie amplifiée par des danses chorégraphiques. Occasion pour la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de revenir sur les efforts consentis par le gouvernement en faveur de l'éducation des jeunes filles. C'est un établissement qui permet à notre pays de démontrer à la face du monde que la promotion de la jeune fille demeure une priorité pour le gouvernement, car éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Anne Désirée Ouloto, la marraine, prodigue quant à elle des conseils à ses filleuls. Nos sociétés et le monde ont besoin que la femme soit exemplaire partout. Elle doit gagner sa vie grâce à son travail et mériter de ses efforts. Et pour y arriver, je vous recommande vivement d'avoir comme repère des femmes modèles de réussite. Distinction de 25 enseignants du collège, dont 5 commandeurs, 7 officiers et 13 chevaliers dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Plusieurs lots de matériel, dont de la marraine au collège moderne Petit Bayou, Rémi. Et la prière soutient toutes ces activités. Justement, je vous conduis à Bethléem, lieu de naissance de Jésus-Christ, qui accueille en ce moment les pèlerins ivoiriens. Cette ville est pleine de symboles. La cité a une alliance avec Dieu selon la Bible. Dans cette ville, les pèlerins, vous allez le voir, ont marqué leur présence par des prières, des enseignements, envoyés spéciaux en Israël et Rigoré Odulomblé Boris. Pas de répit pour ces fidèles chrétiens qui justifient leur arrivée en Terre Sainte par des prières. Une tâche à laquelle ils se sont consacrés. Ils élèvent des prières vers Dieu pour qu'il protège la Côte d'Ivoire. Nous voulons prier pour le président de la République, Alassane Ouattara, pour que Dieu lui donne la santé, la sagesse et tous les moyens pour développer cette nation, la Côte d'Ivoire. Prier pour les membres du gouvernement. Prier pour toutes les autorités politiques administratives. En plus de ces évocations, plusieurs découvertes sont faites. Ici encore, je vois où Élie devait passer de l'autre bord, a laissé son manteau. Et Élisée a fendu cette eau pour passer. Du haut de cette colline, on peut contempler Jérusalem. C'est le mont des Oliviers. Jésus-Christ se rendait très souvent ici avec ses disciples. C'est même ici qu'il est monté au ciel. Alors, après avoir pleuré sur Jérusalem, alors c'est par ici qu'il est parti au ciel, dont nous avons visité l'endroit juste à côté de nous ici. Le lieu où Jésus-Christ est né, dans la ville de Bethléem, est aussi visité par ses pèlerins. C'est des choses qui vont même au niveau du surnaturel. Tout à l'heure, vous avez vu que nous avons emprunté la montagne et la colline pour venir jusqu'à ici, imaginant que cette femme qui était enceinte, qui portait le Christ dans ses entrailles, combien de fois avec cette grossesse, à plus de 6 mois, a pu emprunter jusqu'à venir croiser sa soeur. J'ai dit que vraiment c'est émouvant. Les hôtes du jour ont eu aussi droit à Gethsémane. C'est ici que Jésus-Christ a été arrêté avec ses disciples. Une basilique est visible en ces lieux. Malgré qu'il y avait cette pression-là d'être arrêté, il a été pacifique. Des prières qui, on l'espère, apporteront la paix et la stabilité
en Côte d'Ivoire. Et on le croit. Je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Le tour du monde en 7 jours est signé Alexis Bouidraogo. Le Mexique a annoncé lundi sa non-participation au sommet des Amériques, une décision motivée par l'exclusion de certains pays de la rencontre. Lancé en 1994 par Bill Clinton, le sommet travaille à la libéralisation du commerce dans la zone Amérique. Le roi des Belges Philippe est arrivé mardi à Kinshasa pour sa première visite officielle dans le pays. Cette visite royale sur fond de travail de mémoire et de réconciliation entre la Belgique et la RDC est la première depuis celle en 2010 d'Albert II, père de Philippe. Le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé un financement supplémentaire de 1,49 milliard de dollars en faveur de l'Ukraine pour aider le gouvernement à payer les salaires des fonctionnaires et des travailleurs sociaux. Ce nouveau financement porte à plus de 4 milliards de dollars le financement de la banque dans le pays. Le président du conseil militaire de transition au Tchad s'est exprimé jeudi sur les affrontements qui ont causé la mort d'une centaine de personnes sur le site aurifère de Kouri. Avec un potentiel minier de plus de 50 milliards de francs CFA par semaine, le site longtemps hors de contrôle était en proie au grand banditisme et devrait désormais être sous contrôle gouvernemental. À Tripoli, capitale libyenne, des affrontements en groupe armé ont provoqué des scènes de panique causant la mort d'un combattant et d'importants dégâts matériels. Des affrontements liés à l'arrivée du chef du gouvernement désigné par le Parlement de l'Est. Le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a signé samedi un décret portant création de la commission de rédaction de la nouvelle constitution. Les membres de l'institution devront présenter un avant-projet de loi portant constitution du Mali dans le cadre de la refondation. Plus de 15 000 moutons sont morts noyés ce dimanche dans un port soudanais en mer Rouge. Le navire en surcharge n'était autorisé à en transporter que 9 000. Le navire s'est échoué au port soudanais Souanké, au nord-est de Khartoum. Un véritable drame pour la région, à quelques semaines de la Dabaski. Voilà, ainsi va le monde. Je rappelle qu'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, accueille demain, lundi 12 juin, une rencontre internationale Africa-CO, 13 juin, une rencontre internationale Africa-CO Forum, le plus grand rendez-vous du secteur privé africain. Plus de 1500 participants sont attendus. On enregistre ce dimanche l'arrivée des officiels, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, et Rose Christiane Osuka, premier ministre du Gabon. Voilà, c'est la fin de ce 20h. Ne décrochez surtout pas. Vous aurez tout à l'heure une émission spéciale sur le groupe consultatif. Le groupe consultatif, c'est la réunion de bailleurs de fonds pour le financement du plan national de développement PND 2011-2025 prévu le 15 juin prochain à Abidjan. Et la RTI vous donne déjà la primeur des contours de ce rendez-vous à travers une émission spéciale. Ce sera tout à l'heure après ce 20h. L'invité, la ministre du Plan et du Développement, Kabaniale, est interviewée par Adama Kone. Passez une très belle soirée sur RTI 1. Demain 20h, retrouvez Fatou Fofana.